France Culture. L'esprit d'ouverture. 10 décembre 2018, Emmanuel Macron prend la parole à 20h. Il faut d'urgence tenter de calmer les colères qui, des ronds-points aux Champs-Élysées, embrasent l'Hexagone. Nora Hamadi. Les Gilets jaunes font vaciller la République et un grand débat et des cahiers de doléances seront ouverts pour écouter les Français. Que sont devenues ces doléances ? Comment lire ce mouvement social 5 ans plus tard ? Sous les radars, ce samedi à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 7h43 sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Jean Lebrun. Bonjour Guillaume. Ces 60 ans de France Culture sont l'occasion de donner à entendre à nouveau Jean Lebrun aux auditeurs. Voilà, ça méritait bien un gâteau, Jean. Mais c'était l'autre millénaire, vous savez. Alors, moi j'ai toutes les dates de Jean Lebrun. Vous avez animé les émissions Culture Matin de 1987 à 1999 avec une petite session de rattrapage pour les auditeurs qui n'écoutaient pas. Culture Matin. Culture Matin. Culture Matin, Jean Lebrun. Jean Lebrun avec Emmanuel Laurentin. Bonjour Emmanuel, mais comme vous êtes en train de boire votre café, vous n'êtes peut-être pas tout à fait en état de me répondre. Le sommaire du jour, Emmanuel, la chronique de Georges Walter, on la retrouve à 7h40 après le journal de Jean Pichon. Et puis le portrait Polaroid du jour, après 8h, après la revue de presse d'Annie Daubenton, est consacré, c'est aujourd'hui le jour de la rentrée scolaire, comme on nous le disait à l'instant, à Henri Mitterrand, qui est en train de remplacer les vieux Lagarde et Michard de notre jeunesse à tous, par une série de manuels de littérature qu'il publie chez Nathan. Jean Lebrun est avec nous pour les 60 ans de France Culture. Alors à 7h45, c'était toujours les mêmes choses dans Culture Matin, Jean ? Oui, à peu près. Enfin, il y avait une chronique, c'était pas une chronique d'humour, c'était, comment dire, un billet. Très différent, hein. Billettiste, chroniqueur et humoriste. Il n'y avait pas d'humoriste professionnel à Culture Matin. Et en effet, il y eut longtemps Georges Walter, puis Jean-Louis Hésine. Alors Georges Walter, je tenais beaucoup à lui parce qu'il incarnait toute une histoire de la radio. Il était sur Radio Luxembourg pendant que j'étais enfant. Et de même que tout à l'heure, Catherine m'a dit, quand j'étais étudiante, je vous écoutais. Eh bien, moi, étudiant, j'écoutais Georges Walter. Il avait remplacé Jean Grandmougin quand celui-ci avait été emprisonné pour activité d'Algérie française. Et il me disait, je me promène, je dis que je fais la chronique de Radio Luxembourg, et on me répond, mais vous appelez comme ça, vous appelez en fait Jean Grandmougin, on vous a changé de nom, mais pas de fonction. Après, donc à 7h45, 6, il y eut Jean-Louis Hésine qui était inimitable. Et qui, en direct de Ponto-Combo. Opérait depuis sa ville de Ponto-Combo, souvent. Et quand il était convoqué à la radio, parfois en retard. C'était la même chose d'ailleurs quand il rendait ses papiers au Nouvel Observateur. Et un jour, on avait décidé de lui faire le cadeau de faire l'émission depuis Ponto-Combo. Donc on avait reconstitué sa ville dans un studio, là où les bruiteurs pouvaient régner, les vieux studios des dramatiques de France Culture. Donc il y avait le restaurant chinois, la porte qui grinçait, le guichet de la gare où on pouvait prendre son billet. Et je pense que la fiction l'a emporté sur la réalité. Beaucoup de gens pensaient qu'on était effectivement dans son fief de Seine-et-Marne. C'était à peu près ce qui était le plus fixe dans l'émission, qui autrement était assez bordélique et foutraque. Emmanuel Laurentin nous a raconté il y a quelques instants, Jean Lebrun, la manière dont il y avait eu un bras de fer parce que beaucoup d'auditeurs historiques de France Culture ne voulaient pas d'actualité, trouvaient qu'il y en avait trop. Comment ça s'est passé puisque vous avez installé Culture Matin de 1987 à 1999 ? Il faut quand même imaginer ce qu'étaient les matinales de cette chaîne à ses débuts. 1963, donc, sont créées France Inter, qui est dédié à l'information gaulienne, à la gaieté et au service.
France Musique pour la bonne musique, vous entendez la grande, j'imagine, et France Culture pour tout le reste. Littérature, théâtre, culture générale, cahier des charges, messe, etc. Et le point commun des matinales de ces 3 chaînes qui ont été installées en 1963, donc il y a précisément ce 8 décembre 60 ans, c'était qu'elles commençaient toutes par le réveil musculaire. Je regardais votre studio, il y a à peine la place de faire de la gymnastique. Mais moi, il m'est arrivé de faire à mes invités la gymnastique de Robert Reynaud, telle qu'elle a existé jusqu'en 1974. Elle est supprimée, cette émission de rythme, au moment où l'ORTF disparaît et où Radio France se constitue et crée une culture autonome différente de celle de la télévision. Mais France Culture reste la chaîne de la littérature, de la culture générale et du théâtre. Et donc la matinale, pendant longtemps, elle était animée par un vrai maître, Claude Dupont. Moi, j'ai connu Laura Adler et Laurence Bloch. Elle était ouverte sur le voyage, l'imaginaire. Moi, je faisais une chronique de spiritualité. Jean-Noël Jeannet faisait une chronique d'histoire. Voilà. Et cette matinale n'avait pas besoin d'être en direct, puisqu'elle était issue de longs voyages que faisaient les producteurs. Vous êtes là tous les jours à l'antenne. Et oui. Les producteurs de la matinale, dans les années 1970, ils pouvaient passer des semaines et des semaines en Inde ou au Japon pour de très 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 longs et très beaux reportages. Et puis, après 1982, après la transformation de la matinale de France Inter, qui est devenue une matinale d'information musclée, corsée, Philippe Calloni et Gérard Courchel, on a imité sur France Culture ce que France Inter avait commencé. Et c'est là que la direction... Bah oui, c'est là que la direction m'a invité à entrer dans le vif de l'actualité. Mais il y avait beaucoup de résistance. Alors les résistances venaient de l'aristocratie de la chaîne, qui ne comprenait pas pourquoi on introduisait le journalisme. André Gide, il le citait, disait le journalisme, c'est ce qui est moins intéressant demain qu'aujourd'hui. Et les résistances venaient aussi de la rédaction, qui, impavide dans son rôle, ne voyait pas la nécessité de collaborer avec les saltimbanques, les producteurs. Est-ce que vous avez, Lebrun, votre carte de journaliste, me demandait-on. Et il y a même eu un moment... Vous l'aviez pas, votre carte de journaliste? Non, parce que moi j'ai toujours refusé la carte de journaliste, et quand j'étais à la Croix, nous étions 2 à ne pas avoir la carte de journaliste. L'un avait un casier judiciaire et moi je voulais pas de bande tricolore sur mes papiers d'identité. Il y a même eu une pétition contre nous. Comment vous osez parler des questions internationales? On était en pleine guerre d'Irak, vous voyez. Et le titulaire de l'émission que vous avez reprise, vous, qui s'appelle Les enjeux internationaux, arrivait en studio et disait maintenant on va parler sérieusement. Parce que les enjeux internationaux, la différence d'aujourd'hui, suivaient la matinale. Et lorsque donc vous avez installé cette matinale avec cette actualité, vous aviez malgré tout des invités différents, Jean Lebrun, de ceux d'Inter. Quelle était la patte justement de France Culture? Oh bah, il n'y avait pas de patte de France Culture. C'est qu'on permettait à l'équipe des matinales de faire ce qu'elle voulait. Un jour, on a fait un audit d'une émission de France Culture quand j'ai été un moment dans l'équipe de direction de la chaîne. Et un monsieur avait été chargé de cet audit. Et il m'a dit, je suis content de vous rencontrer parce que je vous ai écouté longtemps. Au fond, ce que vous faisiez, c'était votre petit roman personnel. Moi, je faisais mon petit roman personnel, complété par les voix diverses des gens de l'équipe. Alors, vous avez invité Emmanuel Laurentin, je pense que on va peut-être avoir François Angelier dans le studio. Vous allez retrouver François Angelier à 8h50. Ben voilà, on faisait notre petite mixture, tout à fait à l'abri, une île dans la mer de France Culture, avec la protection du directeur ou de la directrice, dont on était le vassal. En même temps, on faisait pas une figure devant le directeur ou la directrice. Mais vous savez, il y a beaucoup de liberté qu'on peut prendre dans le dos, derrière. Et on n'y manquait pas. Et moi, je racontais ce qui me plaisait, mais alors, ce qui m'intéressait. Une semaine type, Jean Lebrun, de matinale, elle était composée de quoi? Vous faisiez quel type de programme? Elle était très souvent consacrée à l'extérieur.
Parce que maintenant, c'est compliqué. La matinale, il y a les chroniqueurs, la revue de presse, plusieurs intervenants dans le journal qui est plus riche. Et si vous aviez à vous déplacer, ce serait une véritable caravane qu'il faudrait organiser. Chez nous, c'était plus simple, plus souple, plus mobile. Donc, on partait une fois par semaine à l'extérieur. Vous avez fait une matinale sur un bateau, je crois, Jean. Ah oui, on a même fait une semaine sur un bateau, oui. Une semaine en camping-car, oui. Mais alors, vous invitiez qui sur le bateau ou dans le camping-car ? On avait un rédacteur en chef de l'équipe, comme vous avez des programmateurs. On a un rédacteur en chef, Lucas Bretonnier. Qui trouvait des intervenants, des protagonistes. Et on s'était associé le soutien des techniciens. Parce que si on était l'objet de pétitions de voisins de table qui étaient mécontents, les techniciens étaient très contents de pouvoir sortir avec nous et de pouvoir débrouiller des situations extrêmement compliquées. Je sais pas, moi, la corrida à Dax, c'est embêtant parce que pendant la nuit, les fêtards ont coupé les tuyaux et que le car studio n'est plus relié à rien. Je me souviens de Saint-Claude, dans le Jura, un matin de neige. Alors, il a fallu que les techniciens montent sur le plateau, réinstaller leur matériel pour qu'il soit opératoire. Et nous avons déambulé dans la ville, depuis la coopérative La Fraternelle, jusqu'à, je me souviens de ça, c'était un beau moment poétique. Je ne sais pas comment je l'ai fait partager aux auditeurs. Une vieille usine à pipe désaffectée, dans une atmosphère dorée, de bois consumé, et qui avait appartenu à Madame Balladur. Monsieur Balladur n'aime pas dire qu'il a des liens avec une ville aussi modeste que Saint-Claude dans le Jura. On faisait ça très régulièrement. Qu'est-ce qui distinguait les auditeurs de France Culture des auditeurs d'autres matinales à l'époque, Jean Lebrun ? Ils étaient beaucoup moins nombreux que ceux que vous avez aujourd'hui. Et ils acceptaient comme ça cet esprit d'aventure. Non, je crois que ce qui distinguait notre public, c'est qu'il adhérait à la personnalité des producteurs et qu'ils croyaient à leur engagement, à leur sincérité. C'est un petit peu le même système dans le journalisme, pas tout à fait assis que nous pratiquions, que dans le reportage. On délègue quelqu'un qui prend un engagement corporel. C'était un engagement corporel d'être là tous les matins, vous le savez, c'était un engagement corporel d'aller à l'extérieur et qui essaye de faire sentir à l'auditeur ce que lui ressent sur le théâtre extérieur, où il a projeté son corps, où il a projeté son engagement. Je crois que c'était ça que les gens aimaient. Vous aviez déjà des savants, nous en avons un tous les vendredis. Jean Lebrun, je vais vous le présenter, c'est le neurologue Lionel Nakache. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, on s'intéresse pour ces 60 ans de France Culture à la place singulière, unique dans le monde radiophonique que le documentaire occupe depuis sa création sur l'antenne de France Culture, avec quelques personnages même, de ce documentaire. Gaël Gillon, bonjour. Vous êtes réalisateur de documentaires. Vous allez nous expliquer d'ailleurs dans quelques instants en quoi consiste ce métier. Alors on peut entendre vos œuvres de À voix nue, à LSD, Grande Traversée, L'expérience, Une histoire particulière. Adila Benedjaï, bonjour. Bonjour. Vous travaillez depuis des années pour Les Pieds sur Terre et on vous doit un documentaire Exologie dont on va entendre d'ailleurs dans quelques instants un extrait. Christine Le Cerf, bonjour. Vous avez fait une formidable Grande Traversée, Chaplin, Einstein, Victor Hugo. Mais tout de suite, on va entendre un extrait de la Grande Traversée que vous avez consacrée au docteur Semmelweis. What is your name, sir? Ignaz. This is a beautiful name. Semmelweis, il est hongrois. Oh, je suis même pas sûre, parce que comme c'est un nom allemand... Il est tout jeune quand même, il a 26 ans. I think he was all of those things. A martyr, a madman, a visionary or a genius. C'est vraiment un de ces grands pionniers de l'histoire de la médecine, aux côtés de Pasteur et d'autres. Il arrivait à dire, vous avez tué 800 femmes, c'est une barbarie. Un prophète maudit dans la Mecque médicale de Vienne. Dr. Semmelweis? Die Zeit des Schweigens ist vorüber.
Alors, parmi les créations radiophoniques, les grandes traversées occupent une place à part. Quelques mots, Christine Le Cerf, pour nous expliquer ce qu'est une grande traversée pour ceux qui n'en auraient pas encore écouté et qui vont bientôt pouvoir se rattraper. C'est un véritable trésor, Guillaume, sur notre chaîne. C'est une collection qui s'est constituée depuis maintenant 17 ans. Et qui est un rendez-vous absolument incontournable l'été pour les auditeurs de la chaîne. Ça porte bien son nom, une grande traversée, c'est une véritable épopée radiophonique, des formats au long cours qui se sont un petit peu rétrécis. On était parti sur 15 heures, 10 heures, aujourd'hui c'est 5 heures, mais ça mobilise une équipe absolument considérable pendant plusieurs mois, des preneurs de son, des documentalistes, des réalisateurs, des mixeurs, des producteurs, et ça mêle d'une manière assez unique le reportage, l'entretien, l'archive, la lecture, tout ça pourquoi ? Pour faire découvrir ou redécouvrir des grandes figures de notre patrimoine qui ont marqué leur temps et qui nous marquent encore aujourd'hui. Alors Semmelweis, c'est un cas un peu particulier dans cette galerie de portraits que j'amasse depuis 11 ans. Chaque année, je m'affronte à ce qu'on pourrait appeler un monstre sacré. C'est très difficile. Et Semmelweis, c'est un cas particulier parce que c'est quelqu'un qui était totalement méconnu. Et donc, c'était un terrain tout à fait vierge. Il n'y avait aucune biographie en langue française. Il y a très peu de gens qui pouvaient m'en parler sur notre territoire. Il a fallu il y avait un texte célèbre. Voilà. Je savais que vous alliez y venir. J'ai consacré aussi une grande traversée à Louis-Ferdinand Céline. Et c'est vrai que c'est grâce à lui... Céline a fait sa thèse sur sa thèse de médecine. Qui s'appelle Semmelweis et qui a maintenu comme ça à l'état vivant mais assez obscur cette figure très décriée de son temps et qui pourtant au moment du Covid est redevenu quelqu'un qui nous a légué quoi ? Le lavage des mains. Alors effectivement, Semmelweis est moins connu que Victor Hugo, auquel vous avez consacré une très belle grande traversée cet été. Mais alors là, la difficulté est inverse, Christine. Lorsqu'on doit s'attaquer à Victor Hugo, comment essayer de faire œuvre nouvelle en parlant de Victor Hugo ? Je dirais que le défi est toujours le même, que ce soit un homme ou une femme, Arendt ou Freud, qu'il soit étranger ou français, qu'il soit artiste ou penseur, c'est un défi. Parce qu'il faut attraper dans les mailles de son filet, sans image, avec la seule magie du son et de la voix. Il faut attraper ces énergumènes qui se débattent. Et pour ça, il faut, constituer un chœur de voix. C'est-à-dire que tous les ans, j'essaie de réunir autour de ces figures une trentaine de personnes qui ne sont pas seulement des experts, qui ne savent pas seulement, mais qui vont transmettre avec ferveur ce qui les relie à ce personnage. Adila Benedjaï, autre exemple de cette création radiophonique que l'on trouve sur France Culture, que vous pouvez retrouver sur le site de France Culture, entre les documentaires, les fictions radiophoniques, une forme particulière avec une question, on va la laisser en suspens quelques secondes. Je ne sais pas si vous êtes encore célibataire, mais à l'époque, je crois que vous l'étiez. Oui, allô. Oui, vous êtes le voyant Omar ? Exactement, oui, c'est ça. Je voudrais consulter pour une question sentimentale. En fait, ça fait 17 ans que je suis célibataire. Oui. Et donc, je voudrais essayer de comprendre pourquoi. Votre étoile, elle est dans le noir. Mon étoile ? Et ouais. L'étoile, c'est quelque chose, tu vois l'étoile, si tu vois quand tu sors, les gens te regardent, les gens te draguent, les hommes viennent envers toi. C'est ça qu'on appelle les étoiles. Il faut qu'on fasse le rituel aussi pour que cette malaria, ça fait partie plus vite possible. Cette malaria ? C'est malaria, c'est comme une maladie. J'ai mis longtemps à comprendre que j'étais malade. Au début, mon entourage était confiant. Ils étaient sûrs que ça ne durerait pas. Les hommes qui vont prendre soin de vous, vous trouvez pas. On est d'accord? Ouais. Ça c'est quoi? Ça c'est une malheur, ça. Ensuite, on m'a conseillé des traitements. Il fallait chercher activement à rencontrer quelqu'un. Ou bien, au contraire, il ne fallait surtout pas chercher. Une fois qu'on va faire ce travail, c'est les hommes qui vont courir derrière toi. C'est pas toi qui vas courir derrière des hommes.
Ensuite, il y a eu la phase d'incrédulité. Comment se faisait-il qu'une fille aussi chouette que moi ne rencontre personne ? Le travail, ça suffit qu'on achète le matériel pour aller faire le travail le plus vite possible. Et puis un beau jour, le silence. Un extrait d'Exologie, ça s'est arrangé, Adila. Est-ce que vous êtes guérie maintenant ? Je ne suis pas guérie et surtout, à travers Exologie, j'ai découvert que je n'étais pas malade. Alors c'est formidable. En tout cas, on pourrait parler d'Exologie, des discussions enflammées que cette création a suscité, puisque vous aviez décidé, comme on l'a entendu, d'effectuer une sorte de travail réflexif avec un micro pour essayer de comprendre vos 17 ans de célibat. Qu'est-ce que vous avez compris ? Comment vous êtes-vous lancé dans cette aventure unique ? Alors, Exologie, c'est dans la continuité de mon travail documentaire, qui est un travail à la première personne, dans lequel je dévoile pas mal de mon intimité, parce que je suis persuadée que l'intime est un endroit du collectif et un endroit politique. Donc, je raconte ma propre histoire, je la mêle à l'histoire d'autres personnes, en tentant de faire, ça c'est une expression que j'ai volée à Annie Ernaux, une autobiographie collective. Et donc, Exologie, c'est une autobiographie sentimentale collective où je fais le pari que, à travers mon histoire, se raconte l'histoire des femmes et des hommes de ma génération et leur rapport à l'amour, leur rapport à la question sentimentale. Un pari largement réussi, puisqu'on a beaucoup discuté dans les couloirs et ailleurs de cette façon donc de revenir sur son passé. Comment construit-on ce type de documentaire, puisque tout cela semble très spontané, mais évidemment, derrière, il y a énormément de travail et de technique aussi, Adila Benedjaï. Oui, il y a d'abord la confiance d'une productrice déléguée qui est Sonia Kronlund, puisque cette série, je la fais dans le cadre de l'émission Les Pieds sur Terre, qui est une émission qui parle beaucoup de l'intime et qui utilise beaucoup des récits à la première personne. Donc, grâce à cette confiance, je peux tourner pendant longtemps, de longs mois, en général quasiment 1 an. Pas à temps complet, mais je prends le temps du tournage. Et ensuite, en montage, avec une réalisatrice ou un réalisateur de la maison, une collaboratrice de Gaëlle Gillon qui va vous parler de son travail, on va monter ses sons, aller chercher des archives, faire tout un travail de mise en monde et de narration, de construction narrative. Ça, c'est extrêmement important dans mon travail. Ça se découpe en épisodes et je suis obsédée par l'idée que l'auditeur doit avoir envie à chaque minute d'écouter la minute suivante. Et ça, c'est un travail que je fais à partir de mon expérience de scénariste, qui est vraiment de mettre en récit le documentaire. Exologie, donc, c'est par exemple 5 épisodes. Vous les avez construits à l'avance, construits au fur et à mesure, Adila ? Je les construis au montage. Le propos se construit au fur et à mesure du tournage et la narration au montage. Christine Le Cerf, Une grande traversée, est-ce que c'est très écrit auparavant ? Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est de l'écriture radiophonique et je crois que le documentaire à France Culture, ça allie le plaisir et la connaissance. C'est-à-dire le plaisir d'écouter, un plaisir assez enfantin d'écouter une histoire qu'on nous raconte, mais en même temps d'acquérir des connaissances, puisque, en tout cas pour Ma grande traversée, en général, c'est un personnage qui a transformé notre vision du monde. Donc il s'agit de comprendre comment notre vision est transformée. Et alors, on a reçu des questions d'auditeurs pour célébrer ces 60 ans. Et notamment, Arnaud nous demande, Adila, si l'on fait des pré-entretiens pour ce type de documentaire. Est-ce que pour Exologie, vous avez appelé vos ex à blanc avant de les enregistrer ? Est-ce que vous les avez prévenus des 1000 tourments que vous alliez leur faire subir ? Alors, il faut savoir qu'il y a autant de méthodes que de documentaristes. Donc, je vais me prononcer uniquement pour moi. Moi, je fais le moins de pré-entretien possible parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qui advient pendant l'enregistrement. Plus que ce qui se dit, en tous les cas pour les sujets qui m'intéressent, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont on le dit, c'est ce qui se joue entre mon interlocuteur et moi. Et ça, moins c'est préparé du point de vue des contenus, plus j'ai des chances d'être surprise.
Gaëlle Gillon, l'une des chevilles ouvrières de ces documentaires, de ces fictions radiophoniques, c'est le réalisateur. D'ailleurs, Michel nous demande en quoi consiste le travail du réalisateur. Je vous propose de nous dire en quoi consiste votre travail, Gaëlle. Ben oui, c'est une question un peu légitime parce qu'en effet, le terme de réalisateur, de réalisation, ça peut prêter à confusion parce qu'à la télé, on parle de réalisateur, de réalisateur aussi, au cinéma aussi. Mais nous, on a un travail ici à la radio qui est beaucoup plus humble. C'est-à-dire que nous, on accompagne les autrices, les auteurs, mais on n'est en aucun cas auteur. On porte le projet, on l'accompagne depuis l'idée qui a été validée par France Culture. Et on suit le processus de production comme ça depuis le début jusqu'à la fin, en essayant aussi notre rôle, c'est aussi de faire respecter les contraintes de production de la chaîne, puisqu'un documentaire à France Culture se fabrique malgré tout, même si on a des moyens, de manière assez rapide. C'est-à-dire que pour 1 heure de documentaire, en gros, on fait ça, je sais pas, en une dizaine de jours, quoi. Enregistrement, montage et mixage, voilà. Et notre rôle c'est plus, enfin on s'occupe de la forme, c'est-à-dire de l'ambiance, de la couleur de l'émission, et les productrices, les producteurs sont en charge donc de l'éditorial et du fond. Mais évidemment, le fond, la forme sont assez poreux. Et il y a un dialogue qui s'établit entre les deux, et la réalisation doit porter et doit décupler même le sens, le son, le fond qui est porté par le projet lui-même et par les auteurs. Justement, comment vous y prenez-vous, Christine Le Cerf, pour trouver la tonalité sonore d'une grande traversée, puisque bien entendu, celle qu'on entend pour Victor Hugo ou pour Chaplin, ça n'est pas la même. Mais disons qu'un documentaire, c'est un objet sonore. Tout simplement. Et chaque objet a sa forme. Pour Proust, très vite, m'est apparu, avec ma réalisatrice, l'idée qu'il fallait abandonner la cathédrale pour la robe, par exemple. Et donc, créer un tissu sonore, inviter des bruiteurs qui cousent et qui lâchent des boutons, etc. Et donc, on a tout le travail artisanal d'un Proust à l'écriture, vous voyez. Et donc, c'est des fois des images comme ça. Je pense que c'est un travail très sensible, très sensuel aussi, la radio. Adila, votre point de vue à cet égard, quand on essaye justement à la fois d'entrer dans l'intime et de faire un objet qui soit un objet qui parle à tous et qui soit assez drôle, puisque Exologie, c'est également quelque chose de très drôle. Alors, la drôlerie, elle se travaille, et Gaëlle a souligné son rôle, mais il l'a souligné très humblement. Pour moi, les réalisatrices, les réalisateurs sont des interlocuteurs très précieux. Ce sont des collaborateurs artistiques dans un travail qui est très difficile à faire parce que, et ça, tous les documentaristes vous le diront, en fait, nous, on n'est pas du tout rémunérés à la hauteur du temps qu'on passe à travailler sur une production. Personnellement, c'est pas à la radio que je gagne ma vie, et je suis pas du tout une exception. Pas mal de gens vivent du système D, et en fait, on bénéficie à la fois de cette structure qui est Radio France et qui est précieuse pour ce qui est des collaborateurs artistiques, ce qui est des moyens donnés, l'accès à des archives, l'accès à des studios, à du matériel technique, et en même temps, il y a énormément de temps passé qui n'est pas rémunéré et où on doit dépenser beaucoup d'énergie pour faire ces objets sonores qu'on vous propose. Gaëlle Gillon, il y a aussi une question technique. Les techniques ont beaucoup évolué à la radio récemment. Je ne sais pas avec quel type de technique vous avez débuté, vous êtes entré dans la carrière, mais la manière dont l'informatisation s'est emparée du son, la disparition des bandes, tout cela, est-ce que ça a modifié votre métier ? Oui, bien sûr. Ensuite, non, le métier reste le même, mais peut-être que maintenant, grâce au numérique, on va beaucoup plus vite. Ça permet de faire des émissions, oui, plus rapidement, parce que avant, c'était les bandes, il fallait couper les bandes, et puis il fallait pas rater, entre guillemets, parce qu'une fois que c'était coupé, c'était vraiment coupé. Tandis que là, on peut toujours revenir en arrière. Ensuite, aussi, ça a beaucoup changé, même pendant l'enregistrement, parce qu'on avait des nagras à bande et des nagras, des bandes d'1/4 d'heure, et ce qui fait que pendant qu'on enregistrait, en effet, il fallait prévoir
le fait que la bande allait s'arrêter au bout d'un quart d'heure, etc. Donc ça a changé beaucoup, en tout cas en termes d'enregistrement. Et là, c'est vrai qu'avec l'arrivée du numérique, on a tendance à enregistrer un petit peu, beaucoup plus qu'avant. Voilà. Peut-être, oui, voilà. Christine Le Cerf. Oui, moi, il y a une question qui me taraude toujours, c'est à qui je m'adresse quand je fais un documentaire et à quel public. Et plus j'ai avancé et plus j'ai eu une image un éventail très large. Je pense qu'une des caractéristiques de France Culture, c'est de pouvoir à la fois capter un auditeur curieux, qui n'est pas forcément informé, et en même temps s'adresser aussi à l'expert, puisque on est très vigilant à ne faire aucune erreur, à vérifier nos sources, etc. Donc, par exemple, je reprends Proust, eh bien, vous allez trouver Jean-Yves Tadier, le grand biographe, mais aussi un jardinier, parce que pour moi, un jardinier, ça me parle comme nul autre de l'odeur des fleurs dans la recherche, vous voyez. Et donc, l'auditeur ne se sent pas perdu, n'a plus peur. On lui ouvre grand les portes d'une pensée ou d'une œuvre. Et alors vous, Adila Benedja, est-ce que ça vous a permis d'entrer en relation avec des experts en ex? Je ne sais pas si ça existe, mais lorsqu'on fait un documentaire de ce type, j'imagine qu'on a beaucoup de courriers, de réactions. J'ai une manière différente de travailler quand je fais un pied sur terre, parce que ça m'est arrivé aussi de faire des LSD. En fait, au pied sur terre, on a pour principe de pas avoir trop de spécialistes. Donc, je les consulte, je lis les livres, mais je ne les interviewe pas. Et surtout, sur la question sentimentale, je pense que les meilleurs spécialistes, ce sont les gens comme vous et moi, Guillaume. Donc on peut essayer justement de construire un savoir, surtout à la radio. C'est aussi ce que démontre Exologie, Gaël Gillon. Lorsqu'on se saisit des sons, on doit là aussi effectuer tout un travail de construction sonore, de mixage. Il y a toute une série d'opérations qui ne s'entendent pas justement si elles sont bien réussies. Oui, voilà, la réalisation, en effet, une bonne réalisation, je pense elle s'entend pas. Elle rend l'émission complètement fluide pour l'auditeur. Elle permet d'accompagner l'auditeur dans son écoute, et c'est vraiment une attention au rythme de l'émission, aussi au silence, parce que c'est très important, les silences. C'est comme dans une symphonie, on peut pas, il y a des moments de creux, des moments qui sont beaucoup plus intenses, et c'est très important de faire aussi silence de temps en temps pour permettre à l'auditeur de réfléchir à ce qu'il vient d'entendre, et pour pouvoir garder son attention également, quoi. Ouais. Est-ce que le fait qu'il y ait aujourd'hui des podcasts, parce que ça a complètement bouleversé notre métier, Adila, vous faites oui de la tête? Oui, ce que je trouve drôle, c'est que moi, quand j'ai fait ma première série qui s'appelle Mes années boom, qui est aussi une série autobiographique, j'ai travaillé pendant 1 an et je faisais une série documentaire radiophonique. Et une fois que j'ai eu fini le montage, on m'a dit, en fait, c'est un podcast. C'est un podcast, c'est un nouveau mot. On va mettre tous les épisodes en même temps sur Internet en accès, en même temps que la diffusion hertzienne. Et donc, d'un seul coup, nous qui faisions du documentaire, donc genre cher à notre cœur, mais avec un mot qui sent à la fois l'archive et la poussière, on s'est retrouvés à faire du podcast, à avoir un auditorat tout à fait différent, qui s'est multiplié, plus nombreux, plus jeunes. Et donc nous, on a continué à faire nos métiers qu'on a appris ici à France Culture, parce qu'on est héritier d'une longue histoire du documentaire. Mais avec l'estampille podcast, on a ouvert complètement quelque chose à un nouveau public, mais à mon avis aussi à des nouvelles formes d'écriture. Oui, ça a complètement changé notre vie, d'ailleurs, on peut le dire, Christine Le Cerf, le podcast. Oui, ça l'a changé, mais je dirais que pas tout à fait, parce que à la radio, on travaille à l'instant présent, mais aussi pour l'avenir. Et moi, je sais que j'ai une responsabilité d'archiver pour l'avenir. C'est-à-dire que pour Shakespeare, Peter Brook, qui vient de nous quitter, est là. Pour Chaplin, Pierre Edex est là. Pardonnez-moi, est-ce qu'on avait cette sensation avant, Christine, avant que le podcast permette à n'importe qui, à n'importe quel moment, de réentendre les archives de France Culture? Alors bien sûr, il y a les nuits qui sont magnifiques, les nuits de France Culture, mais il faut attendre justement qu'on programme les nuits pour pouvoir les entendre. Maintenant, on peut faire ce que l'on veut et entendre toutes les grandes traversées de Christine Le Cerf en un claquement de doigts. Oui, bah, ça a peut-être ajouté une petite touche d'éternité, on va dire.
une touche d'éternité, Gaël Gillon. En tout cas, ça l'a aussi modifié la manière dont on envisage la radio, avec peut-être des formats plus courts, d'autres habitudes d'écoute. Est-ce qu'on y pense quand on est réalisateur à cette manière différente qu'on a aujourd'hui? Bien sûr, le format est essentiel, mais ce que ça permet le podcast, tout simplement, c'est en effet s'affranchir des cases de 1 heure, généralement, de documentaire. On peut prévoir des formats de 15 minutes, fois 10, fois 15 minutes, etc. Tout est possible. En fonction, on adapte vraiment la durée de l'émission au sujet. Voilà, ça permet une plus grande liberté. Adila? Ça permet ce que je disais, c'est-à-dire de se servir de cette histoire du documentaire de France Culture, de ces métiers qu'on a développés dans la maison, et d'y introduire des nouvelles formes d'écriture, des nouveaux sujets et, j'espère, des nouveaux auteurs. Et en tout cas, on vous invite tous à vous rendre sur le site de France Culture, où vous allez pouvoir découvrir les 60 ans d'histoire de notre radio, avec des fictions radiophoniques, avec des créations, avec des documentaires, LSD, Grande Traversée, Expérience, Histoire particulière. Bref, tout cela est disponible. Merci à mes camarades Christine Le Cerf, Adila Benedjaï et Gaël Gillon. Dans quelques instants, le point sur l'actualité.